Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les informations. On voit d'abord les titres. À Bell Village cet après-midi, le Premier ministre souligne les différents soutiens financiers destinés à l'ensemble de la population ainsi qu'à la communauté des planteurs. C'était lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Mauritius Cooperative Agricultural Federation. Maurice et les Seychelles progressent dans leur intention d'explorer du pétrole dans nos eaux communes. Le comité technique doit venir avec un plan stratégique une fois l'étude terminée. Un patient dialysé sur 5 est issu de la région de Flac. Depuis hier, une unité de dialyse est opérationnelle au nouvel hôpital Sonero Jugnut. Alerte aux infections virales, elles affectent aux 4000 personnes par semaine, une croissance facilitée par le climat chaud-froid. Le certificat de gage sans déplacement ne sera plus nécessaire pour la vente d'un véhicule et ce à compter de ce vendredi 13 septembre. Alan Ganou était face à la presse ce mardi. Au coude à coude dans les sondages, Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent ce soir dans un débat télévisé de 90 minutes. Un face-à-face à quitte ou double pour l'un comme pour l'autre, estiment les spécialistes. Et puis James Earl Jones, la voix de Dark Vador et Mufasa dans Le Roi Lion, s'est éteint à 93 ans. Après 75 ans d'histoire et une banque de quelques 8000 petits planteurs de canne, la Mauritius Cooperative Agricultural Federation s'installe dans de nouveaux locaux à Bell Village, un bâtiment moderne de 40 millions de roupies, inauguré cet après-midi par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnut, lequel rappelle les nombreuses mesures prises pour soutenir la population, quelle que soit la tranche d'âge. Pour la communauté des planteurs, il cite le prix minimum garanti de 30 000 roupies la tonne de sucre, qui, dit-il, témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de ces acteurs économiques. D'une semence à un arbre fermement enraciné dans le paysage agricole de Maurice. C'est le parcours de la Mauritius Cooperative Agricultural Federation qui a de nouveaux locaux à Bell Village, inaugurés par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnut. Un bâtiment de 578 mètres carrés au coût de 40 millions de roupies. Dans son discours, le Premier ministre est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour soutenir les agriculteurs ainsi que les coopérateurs face aux défis. Les audits, malgré nous pouvons mécaniser, nous avons un problème de main-d'œuvre. Route main-d'œuvre, audits, n'est plus une main-d'œuvre locale, pénal. Alors c'est pourquoi le gouvernement nous prend décision qui nous vise à importer main-d'œuvre étrangère. Mais nous là, nous avons besoin de faire des choses qui nous capables de continuer à aider la communauté des planteurs dans notre tâche, dans notre production. Quand nous augmentons le prix minimum garanti pour d'ici, pour un petit planteur, à 30 000 roupies. Subvention, là, ça, l'équipement. Alors, ça, subvention qui nous donnait 50%, le fertilisant, par exemple. Vous connaissez que la fédération il a 13 points de vente qui trouvent dans différentes parties de nos pays, parce qu'il nous a fait une manière qui va planter, je peux pour bouger une longue distance pour gagner accès à sa facilité là. Le chef du gouvernement a aussi élaboré sur l'encadrement offert à la jeune génération depuis la naissance même d'un bébé. Je veux bien dire, avant même qu'il y ait un enfant né, il y a encore dans votre maman, nous pouvons donner un support financier. Quand il est né, il gagne un support financier. Il grandit, il gagne 18 ans, nous donnons un one-off grant. Hein? Il y a l'école pré-primaire, le gouvernement fait une gratuit. L'université, il gagne une place, l'université publique gratuite. Et à ce nous dire à ces enfants-là, nous aidons. Nous faisons
l'accès à l'Internet vient gratuit, 18 à 25 ans. Là, on a annoncé, parce que tout jeune, nous tous avons l'aspiration pour nous construire la case ou bien nous gagner un appartement. Nous avons un toit pour nous. Tout les jeunes 18 à 35 ans vont dire dans le prochain mandat, si je peux acheter la terre, je peux acheter la case, ou bien je peux construire la case, c'est le gouvernement qui peut payer l'intérêt, le loan qu'ils ont. La MCAF compte mettre sur pied ici notamment un système pour favoriser la culture bio. Il y aura aussi l'installation de panneaux solaires. L'invité d'honneur a également rencontré le personnel de la fédération. Durant cette cérémonie, un accent particulier a aussi été mis sur le soutien accordé par la MCAF à ses membres. Un parcours de 75 ans marqué aussi par de nombreux défis qui se sont présentés au secteur agroalimentaire. Son président Kamles Siam a parlé de l'évolution du secteur cannier jusqu'à la mécanisation. La ministre des coopératives Navina Ramiad a elle fait état de la volonté et de la contribution des membres de la coopérative pour la rendre pérenne. Écoutez. Nous remercions le gouvernement qui met beaucoup de mesures pour planter canne, entre autres comme 50% subside de l'eau fertilisant qui déjà fait sa preuve. Nous remercions encore une fois en particulier le Premier ministre pour tout son soutien, surtout pour donner nous un terrain prime land d'une superficie de 50 pH, l'eau un bail de 60 ans. Grâce à ça, nous sommes capables de construire ce grand bâtiment-là. Ce bâtiment-là, c'est la fédération qui construit de ce propre fonds. Et avec le soutien du gouvernement, bien sûr. Mais qui fait, on peut dire ça, c'est juste pour dire la force de la coopérative dans l'île Maurice. La fédération qui représente toute coopérative fédérée ensemble, zut la voix, zut porte-voix, mais il aussi représente the achievement. Maurice et les Seychelles s'accordent pour explorer le pétrole dans leur plateau continental commun des Mascarins. Les pourparlers avec une entreprise internationale en vue d'étudier les réserves en hydrocarbures dans cette zone progressent. C'est ce que laissent entendre des sources proches du dossier. Le projet d'exploration pétrolière dans la zone de gestion conjointe du plateau des Mascareignes entre Maurice et les Seychelles progresse à grands pas. Des discussions sont en cours avec une firme internationale pour évaluer le potentiel d'hydrocarbures dans cet espace. Le comité technique de la commission mixte du plateau continental étendu prend également en compte l'aspect environnemental de ce développement d'envergure. Il y a aussi des avancements au niveau de l'exploration d'hydrocarbures. On prend en compte plusieurs aspects et on est bien conscient en termes des challenges, comme on dit, environnementaux. Alors cet exercice pour nous vise vraiment à faire une évaluation définitive en termes de potentiel et aussi quels sont les enjeux environnementaux qu'on doit prendre en considération dans cette optique. Cette étude devrait aboutir à l'élaboration d'un plan stratégique qui permettra aux deux parties de mobiliser les ressources nécessaires en vue de mener à bien cette exploration pétrolière. Les négociations sont en cours concernant l'exploration sismique. Ça bouge. Nous avons parlé aussi de notre plan stratégique que nous allons envoyer ou partager avec différentes organisations. Premièrement, pour les informer de ce que nous faisons et ensuite pour solliciter aucune assistance et aide possible. Nous avons passé en revue les activités scientifiques qui ont eu lieu récemment. Il y a eu l'expédition de Monaco. Il y a eu aussi des recherches avec les Coréens. Selon la Seychelles News Agency, en date du 9 septembre 2024, l'intérêt pour la réalisation de ce projet ne cesse de croître, mais pas d'échéance à ce stade. Cependant, une fois l'extraction du pétrole lancée, les Seychelles et Maurice se partageront à parts égales les revenus générés par cette exploitation pétrolière.
Le National Wage Consultative Council discutera avec le privé pour déterminer le salaire. Il devra ensuite élaborer un white paper. Sudesh Kalichun a présidé ce mardi la première réunion du Steering Committee. Il avait à ses côtés des représentants des syndicats et du patronat. Le ministre du Travail souhaite que le salaire dans le privé soit déterminé à travers la collective bargaining sur une base sectorielle, une décision accueillie favorablement. Cette première réunion du Steering Committee, présidée par le ministre Sudesh Kalichun, avait réuni les représentants du monde syndical aux côtés de ceux du patronat. C'est le National Wage Consultative Council, dira le ministre, qui se chargera des discussions pour déterminer le salaire dans le privé sur une base sectorielle à travers la négociation collective. Nous décidons toute discussion qui peut faire concernant le pay and grading ou structurer la paye même dans le privé, nous donner le mandat à National Wage Consultative Council qui est un tripartite forum. Et ce qui nous fait envie, c'est qu'il fait sectoriel. Il y a une réalité dans Maurice qui a plusieurs secteurs qui concernent, chacun a sa spécificité. Alors, nous pouvons bien capturer tout. Décision accueillie favorablement par les partenaires concernés. Nous accueillons ça. Il est bon de faire ressortir qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont déjà en place, telles que le National Wage Consultative Council, le NRB, et nous avons encore certains secteurs qui sont déjà en pratique la négociation collective. Nous accueillons sa décision-là. Nous avons un coup de comment se mise en place pour faire et nous pouvons participer pleinement dedans dans les travaux. Quand chaque secteur, les employeurs sont groupés dans une organisation et je négocie avec mon syndicat du même secteur, nous pouvons couvrir tout le monde. Et c'est ça l'avancement dans nos pays. Parce qu'il est là capable d'une discussion honnête et franche. C'est pourquoi nous avons accueilli l'idée favorablement. Pour qu'il donne plus valeur le collective bargaining dans le privé. Et nous pensons les attacher aussi révision la loi du travail, surtout le Employment Relations Act, parce que tout cela est lié. Les recommandations du National Wage Consultative Council déboucheront sur l'élaboration d'un white paper pour déterminer le salaire dans le privé. Dans le domaine de la santé, sur les 1500 patients dialysés que compte le pays, 233 proviennent de la région de Flak, d'où l'ouverture d'une unité de dialyse au nouvel hôpital Soanero Jugnut, opérationnel depuis hier. Elle dispose également d'une station de traitement d'eau. Elle a coûté 22,3 millions de roupies. Le ministre de la Santé était sur place cet après-midi. 35 appareils de dialyse ont été installés dans cette nouvelle unité à l'hôpital Soanero Jugnut. Chaque appareil a coûté 400 000 roupies. Ils serviront aux 233 patients de dialyse de la région de Flak. Parmi ces patients, il y a Nitisha, 33 ans, et Rajendra, 63 ans, qui souffrent d'une insuffisance rénale depuis 2 ans. Je sens correct comme faire dialyse. Depuis que je fais dialyse, il y a 2 ans. Qui fait une bizarre faire dialyse? Je suis dans ma vie, problème, je ne peux pas respirer comme bizarre. Je suis faible net. On trouve une grande facilité ici. Surtout, il y a un peu libre. Ce accompagnement est bien bon, comme un infirmière, un docteur, ça peut venir de temps en temps. Un néphrologue, soit un spécialiste des reins, et une équipe d'infirmiers sont postés 6 jours sur 7 pour 4 séances de dialyse quotidiennement de 7h à 23h30. Dialyse, c'est un nettoyage du sang que nous tirons des toxines, des impuretés dans le sang, et à travers un appareil, comme avec tout cet appareil-là, et que nous retournons le sang qui nettoyé par cet appareil-là. Pour la première fois qu'ils nous sont dialyse trouve dans l'hôpital et c'est un plus pour patient, plus pour le médecin qui travaille là, il y a un plus pour infirmier, attendant, chauffeur, general worker qui là pour donner soutien à patient. Cette unité de dialyse offrira des soins de qualité et plus de confort aux patients selon les autorités.
Tiennant pour transférer le centre de dialyse qui trouve à Richemont pour faire les venir ici. Et c'est un gros travail derrière ça. Je d'abord féliciter tout le staff pour toute la coopération que nous finissons gagner avec les patients, avec les nouveaux appareils qui finissent acheter. Et puis nous finissons aussi mettre le water treatment plant qui est très important pour faire la dialyse. Alors, je pense que le service dans la région pour les habitants, pour les gens qui ont un problème, les reins qui ont besoin de faire dialyse, finit nettement amélioré. Continuellement, et faire tout ce qui est possible pour capable améliorer le service de la santé dans le pays. Le Premier ministre, qui n'a pas qu'à finir remercier pour ce soutien, pour nous capables de mettre cette infrastructure à la service de tous les habitants de la région ici. Le pays compte 9 centres de dialyse dans le secteur public, 6 dans les hôpitaux régionaux et 3 au Mount Long District Hospital, à l'hôpital de Souillac et à la Médiclinique de Quartier Militaire. Et c'est visiblement la saison des infections virales entre les rhumes, les bronchites et autres gastro. Les centres de santé sont régulièrement sollicités. Plus de 4000 cas sont enregistrés chaque semaine. Le froid ferait circuler les virus plus facilement. La petite Marina a dû se faire soigner d'urgence à l'hôpital Sir-Andrew-Jagnot. Souffrant de fièvre et de toux, elle a été emmenée par sa mère chez le médecin. Motivé pour faire la fièvre depuis le week-end. On nous connaît avec mon changement climatique, mon enfant bien fragile ça dernier temps là. La semaine dernière, ce papa, encore la semaine là, moi depuis dans l'époque qui vient là, j'ai gagné 2-3 fois depuis une malade là. Je venais pour accompagner ma fille pour ce traitement enceinte et en même temps, il y a la grippe, ça on peut faire les consulter tout en même temps. Mais dans l'endroit, il y a plusieurs du monde gagné. Les autorités ont noté une hausse de cas d'infection virale, notamment de rhume et de bronchite. Du 2 au 8 septembre, 4 789 cas d'infection respiratoire aiguë ont été enregistrés, comparés à 4 262 la semaine précédente. L'hiver, le climat froid et sec est favorable pour une transmission d'un virus. Et il y a plusieurs virus qui peuvent circuler actuellement. Nous avons la grippe, le virus de la grippe. Nous avons un virus aussi Covid-19. Nous avons para-influenza, respiratory syncytial virus et rhinovirus. Autant de virus qui peuvent circuler. Nous devons prendre beaucoup de précautions. Nous devons voir un médecin dans le plus bref délai. Les mesures préventives telles que se laver les mains régulièrement et éviter les contacts étroits avec des personnes malades sont cruciales pour réduire la propagation de la grippe. Outre la grippe, les cas de gastro-entérite sont également en hausse. Du 2 au 8 septembre, 1242 cas ont été enregistrés. Les autorités encouragent également le public à faire le vaccin contre la grippe, un vaccin disponible dans les centres de santé de l'île. C'est un des défis de la santé publique. Le suicide au niveau mondial, ce mal affecte particulièrement les 15 à 29 ans. C'est d'ailleurs la 3e cause de décès chez eux. À l'université de Maurice ce matin, on a réfléchi sur le besoin de déstigmatiser et de changer le regard sur le suicide qui a touché 41 personnes de janvier à mai de cette année à Maurice. C'est une situation douloureuse qui laisse souvent les proches dans l'incompréhension totale. Le suicide d'un proche. Récemment, une jeune de 24 ans des forces de l'ordre avait tenté l'irréparable. Depuis janvier à mai de cette année, Befrienders dénombre 41 cas de suicide, alors que pour l'année 2023, on recensait 116 cas. Le suicide, c'est dans toutes les tranches d'âge, dans tous les milieux sociaux qui existent. Et les chiffres sont très alarmants. Et pour chaque cas de suicide, il y a au moins 20 tentatives de suicide. Selon l'OMS, plus de 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. Le trouble du comportement suicidaire apparaît en lien avec la dépression aiguë. Selon les experts, plus l'intervention est précoce, plus le nombre de vies sauvées augmente. Le sujet de la santé mentale, des troubles mentaux qu'on peut avoir, le suicide, les pensées suicidaires, tout ça c'est tabou dans notre société. Justement, il faut changer la façon qu'on voit les choses, il faut changer ça, il faut en parler. Le suicide est un sujet très difficile à aborder et souvent les personnes concernées refusent d'accepter leurs conditions. Cela pour se protéger de la détresse émotionnelle associée aux pensées suicidaires.
vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours téléphoner à Befrienders, bien sûr, nous sommes là pour vous. Et aussi ce que nous pouvons faire, c'est regarder autour de nous. Quand il y a quelqu'un qui a l'air de ne pas aller trop bien, aller vers cette personne-là, entamer la conversation. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que pour la tranche d'âge des 15 à 29 ans, le suicide est la 3e cause de décès. D'où toute l'importance de la sensibilisation et de l'encadrement nécessaire. On se retrouve après la pause. Movement that inspires. À partir de ce vendredi 13 septembre, le certificat de gage sans déplacement ne sera plus nécessaire pour la vente de véhicules, entre autres. L'annonce a été faite par le ministre du Transport intérieur Alan Ganou lors d'une conférence de presse cet après-midi à Port-Louis. Autre annonce, celle concernant la numérisation des services de la NLTA et notamment le renouvellement des licences de véhicules à moteur. Une nouvelle étape pour un service plus efficace et pour répondre à la croissance du parc automobile. À partir du 13 septembre, il ne sera plus nécessaire d'obtenir un certificat de gage sans déplacement pour les procédures de vente de véhicules. Les vendeurs n'auront qu'à soumettre les informations requises en ligne sur le site du Registrar General, facilitant ainsi les transactions. Il y a 66 000 certificats de gage issus par la NLTA par l'année. Donc, pour faciliter cette transaction papier de gage sans déplacement-là, et que faire ce processus-là une plus facile et moins encombrant, à partir du 13 septembre 2024, toute la vente de véhicules en Djimoun pour ne plus besoin un certificat de gage. Nous pouvons faire un service entièrement en ligne, disponible 24/7 pour soumettre des documents pour le transfert du véhicule en question. Et seulement, comme on dit à là, après l'enregistrement, et bien sûr, il y a une assurance, bien sûr, le tout là, à ce là, il y a le ban contrôle NLTA pour lui gagner son nouveau horsepower. Par ailleurs, à partir du 20 septembre, tout renouvellement de patente et de déclaration pour les propriétaires titulaires d'un Public Service Vehicle License devront être effectués en ligne sur le site de la NLTA. Sa qualité type de véhicule-là, c'est ce qu'on appelle Public Service Vehicle License. Ça veut dire une patente. Il totalise 47 806 véhicules. Mon ministère, avec NLTA, peut mettre en place un système online qui peut être opérationnel le 20 septembre, la semaine prochaine, que tout paiement de déclaration et renouvellement de cette patente-là pour capable faire online. Je n'ai plus besoin de faire ce renouvellement, le ban comptoir NLTA. Le propriétaire qui a une patente pour besoin, premièrement, il a un compte, le mot passe. Après ça, je suis capable de rentrer au système NLTA pour commencer à faire ce renouvellement sans aucun problème. Le ministre a également annoncé l'augmentation du personnel au comptoir de la NLTA et un projet de relocalisation du bureau de la NLTA de Cassis vers le Victoria Urban Terminal dans le cadre de l'amélioration de ses services. Elles envisagent un retour à la terre pour un avenir durable. Des femmes entrepreneurs ont choisi de parfaire leurs connaissances et compétences en matière agricole. Elles ont bénéficié d'une formation dispensée par le Conseil national des femmes entrepreneurs. Ce matin, un certificat est venu sanctionner leurs acquis. Cette remise de certificat au siège du NWEC, National Women Entrepreneur Council, à Phoenix est plus que symbolique pour ces femmes entrepreneurs.
formées dans les domaines de l'agriculture et de la production alimentaire, elles peuvent à présent envisager l'avenir sous un autre angle. Moi, déjà un entrepreneur côté pâtisserie et surtout depuis quelque temps, on a le healthy eating. Et là, le jus qui est fait maison et ananas, moi, je improve, je fais un à base de carottes et oranges. Et là, ça jus-là, parce que vu que c'est fait maison, on n'a rien additif ajouté pour préserver. Et je gagne ça pour ponche, mon gâteau comme on fait génoise. Nous apprenons comment faire un fromage, du lait, toutes les affaires qui nous fait maison. Nous faisons avec nos propres mains, nous ne connaissons pas mettre aucun produit chimique là-dedans, mais nous connaissons nous manger une bonne nourriture. Le NWEC leur a aussi offert des kits agro-industrie pour améliorer leur productivité et garantir la croissance durable des entreprises agricoles dirigées par ces femmes. La case m'a bien contemplée et suite aux visites de membres de Faré et de la NUEC, on a trouvé qu'il y a un bon mormon dans une bonne plantation. Alors aujourd'hui, nous pouvons recevoir que nous sommes capables de planter suite aux normes que nous avons demandées. Je peux recevoir un kit pour permettre moi justement planter mes bonnes fines herbes chez moi pour assurer moi un équilibre bio et qui n'a aucun intrant là-dedans et qui me gagne la qualité optimale pour qui me introduire dans mes bonnes fromages aromatisés, etc. Présente à l'événement, la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille a souligné l'importance de la participation des femmes dans l'économie. Quand nous cause l'entrepreneuriat féminin, ne cause pas juste notre contribution dans l'économie, mais aussi l'indépendance économique, nous cause empowerment of women et nous tout connaissons que le gouvernement lui accorde l'importance primaire à l'entrepreneuriat, à empowerment de madame, pour faire de sorte que madame amène la voix, notre contribution dans tout bon projet de développement de la République. Le NWEC a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat et d'inculquer la culture des affaires auprès des femmes entrepreneurs. À ce jour, le NWEC comprend 1 millier de membres opérant dans divers secteurs, dont la transformation alimentaire, l'agriculture et le textile. Au centre Swami Vivekananda à Pai, plus de 200 fournisseurs de l'hôtellerie et de la restauration sont rassemblés pour présenter leurs produits et services à leurs partenaires du secteur. Les produits labellisés Made in Maurice, qui promettent une expérience 100% mauricienne aux touristes, ont été mis en avant. Le CEO de l'ARIM, Jocelyn Kwok, estime que Maurice est sur la bonne voie pour atteindre son objectif des 1,4 million de visiteurs d'ici la fin de l'année. Tous les jours, un écosystème d'industriels, de manufacturiers et de PME contribue à une expérience touristique qui fait la réputation de Maurice. Selon l'ARIM, Maurice est bien parti pour atteindre les 1,4 million de visiteurs d'ici la fin de l'année. L'industrie se porte bien et nous avons un chiffre vraiment en ligne avec nos objectifs que nous avons fixés, c'est-à-dire d'atteindre les 1,4 million de touristes cette année. Et je pense qu'avec les efforts qui nous tout peut faire, le ministère, l'NTPA, les opérateurs hôteliers, l'ensemble des agences qui nous ont une bonne représentation à l'étranger, nous pouvons faire ce qui vise. La suite de l'année et jusqu'à la fin s'annonce sur de bonnes auspices. Il est toujours en innovation. Et nous, nos rôles, c'est amener les acheteurs avec les vendeurs ensemble, parce que chacun donne un challenge et toujours l'industrie liant les besoins innover. Le monde de l'hôtellerie et de la production mauricienne se sont réunis sous un seul toit au SVS ici à Pai afin de développer des modèles d'opération plus durables et locaux. Les hôtels peuvent nous contacter, les compagnies pour faire des décors sur mesure et authentiques et surtout de suivre le côté sustainability. Donc on produit des animaux qui sont nourris exclusivement au pré et c'est une agriculture raisonnée, donc on produit notre propre aliment, on limite au maximum notre impact sur l'environnement. Un pavillon Made in Maurice a été mis en place. Plus d'une quinzaine de marques Made in Maurice qui peut exposer des produits comme du miel, des bean bags, des produits textiles, produits agroalimentaires, produits industriels. Donner cette visibilité-là à nos entreprises, c'est aussi permettre de les intégrer au circuit hôtelier à travers le circuit d'achat et le procurement. On pousse aussi le Made in Maurice Pledge. On a quand même ce mandat aujourd'hui d'accompagner les hôteliers vers un achat local responsable.
Les produits Made in Maurice enrichissent la visite des touristes à Maurice, leur proposant une expérience 100% mauricienne. Mauritius Telecom lance son premier Senior Leadership Development Programme en partenariat avec l'Institut sud-africain Stellenbosch Business School Executive Development. Une cérémonie de signature d'accord a eu lieu hier à la Telecom Tower. À travers cette initiative destinée aux cadres supérieurs, MT veut constituer une équipe encore plus efficiente. La Stellenbosch Business School fait partie de l'université de Stellenbosch. Elle est reconnue en Afrique du Sud et à l'international pour la qualité de son enseignement. 25 employés de différentes sections de Mauritius Telecom prendront part à une formation en leadership de cette institution. Lorsque nous créons un programme, nous nous basons sur la vision de l'entreprise pour vraiment pouvoir apporter un changement positif. L'objectif du programme, perfectionner les compétences de gestion des cadres supérieurs de la compagnie, incluant les chefs et les responsables. Ce qui nous expecte, bien sûr, c'est qu'ils nous affûtent nos bons talents, nous préparent nous pour l'avenir de la compagnie. Ce programme-là, c'est certain que ça peut aider beaucoup pour qu'il nous fasse face à un challenge de l'avenir. MT investit environ 100 millions de roupies chaque année pour la formation de ses employés. Nous avons envie de mettre en face beaucoup d'institutions internationales qui participent dans un programme de développement pour notre workforce. Avec Artificial Intelligence, nous pouvons besoin de risquer le monde. Et donc c'est là que nous pouvons investir beaucoup d'informations. MT s'est aussi fixé comme objectif d'offrir 40 heures de formation à chacun de ses 2000 employés. Selon Capil Rissol, ces formations sont nécessaires car nous vivons dans une ère de technologie avancée, surtout en télécommunications. Rodrigue dispose désormais d'un Special Education Needs Resource and Development Center. Il a été inauguré ce mardi. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation dans l'île, pour l'occasion, a rappelé que les autorités travaillent pour une éducation inclusive qui garantit l'égalité des chances pour tous les enfants de la République. Après des rencontres, des consultations et des négociations, le CNRDC, Special Education Needs Resource and Development Center, est une réalité à Rodrigue. L'enfant de Marie-Laude Perrine aura maintenant un suivi plus régulier. Je suis bien content qu'il y ait un centre là parce que comme je viens faire un suivi avec mes enfants. Avec ce centre, Rodrigue franchit une nouvelle étape en matière d'encadrement des enfants à besoins spéciaux. Aujourd'hui, c'est un rêve réalisé. On a pu mettre le centre ici. Nous avons nos personnels, les paramédics qui seront là pour faire le travail. L'autorité régionale prône un accès égal et une éducation inclusive, dira l'adjoint chef commissaire Johnson Rousti. L'Assemblée régionale, tout comme le gouvernement national, le ministère de l'Éducation, nous avons une politique d'accès égal et inclusive. Dans le prochain exercice budgétaire, une attention particulière sera accordée au bien-être des handicapés, affirme le chef-commissaire François Grandcourt. Nous aussi, nous croyons dans l'égalité des chances pour tous les enfants. Nous allons voir l'année prochaine pour le budget sur cet item-là en particulier. Lila Davy Dukan-Letchman, vice-première ministre, s'est attardée sur l'engagement du gouvernement central et de son ministère en faveur des enfants à besoins spéciaux et pour une éducation inclusive. Cette démarche d'aujourd'hui démontre que nous avons beaucoup d'intérêt dans l'inclusion et que Maurice, la réforme éducative est basée sur 3 principes, l'équité, l'inclusion et la qualité. Des présents ont été remis aux différentes personnalités par les élèves des écoles spécialisées. Les invités ont aussi eu droit à une visite du nouveau CNRDC de Rodrigue. Le musée de l'esclavage intercontinental à Port-Louis a franchi une nouvelle étape ce mardi en s'équipant d'un ascenseur offert par l'ambassade du Japon à Maurice. Il vient renforcer l'accessibilité du musée, notamment pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite.
Un nouveau geste d'amitié et de solidarité entre Maurice et le Japon s'est matérialisé ce mardi 10 septembre 2024 au musée de l'esclavage intercontinental à Port-Louis. Dans le cadre de l'aide publique au développement, le gouvernement japonais a accordé une subvention d'environ 2,3 millions de roupies pour améliorer l'accessibilité du musée. Lors de la cérémonie, l'ambassade du Japon a symboliquement procédé à la remise d'un ascenseur, marquant ainsi une première pour l'ISM et facilitant l'accès aux bâtiments historiques datant de 1740. Nous remercions l'ambassade Japon, mais également le gouvernement japonais pour ce don généreux qui permet aujourd'hui d'ouvrir l'accès davantage à beaucoup plus de personnes pour une visite sans musée. My mission as ambassador is to further promote the strong relationship. Ma mission en tant qu'ambassadeur est de promouvoir les relations non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre les peuples. Dans ce contexte, nous comprenons que ce musée a une signification particulière pour le peuple mauricien et qu'un ascenseur est donc nécessaire pour non seulement les personnes en bonne santé, mais aussi pour les personnes âgées et les personnes handicapées. En ce sens, tout le monde est inclus. C'est une société inclusive. So in that sense, everybody will include. It's inclusive cooperation. Cet ascenseur permettra aux visiteurs de profiter pleinement des trésors culturels exposés dans ce musée qui retrace une histoire aussi importante que douloureuse. Très important parce que dans nos visions même, c'était un musée par le peuple, pour le peuple. Alors, une section de la population, de par cet handicap, parce qu'elle a accès, et surtout pour la phase d'exhibition permanente. L'événement s'est conclu par une visite du musée, l'occasion de découvrir les efforts déployés pour la préservation de l'histoire de l'esclavage. La page internationale, c'est dans un instant. Avec Canal+, vivez une expérience comme nulle part ailleurs. En plus du sport, accédez à un immense catalogue de plus de 70 000 programmes à voir quand vous voulez. Des blockbusters ultra récents, en anglais et en français. Des séries exclusives et originales. Le meilleur de Bollywood. Netflix, Disney+, et bien plus encore. Avec Canal+, streamez vos programmes quand vous voulez grâce au décodeur Plug and Play qui se connecte à tous les réseaux Internet. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 24 septembre, Casino Mania est de retour chez Winners. Des prix imbattables sur les produits Casino. L'assouplissant Casino à 99 roupies 95. Les macaronis coupés Casino à 59 roupies 95. La bouteille de champi Sparkling Drink excluant la consigne à 112 roupies 95. Et retrouvez tous nos produits et promos sur winners.mu. Acheter online, livrez la case. On est tous Winners. C'est l'un des moments clés de toute campagne présidentielle américaine, les débats entre les candidats. Celui-ci pourrait être le premier et le seul entre Kamala Harris et Donald Trump. Il aura lieu ce soir sur la chaîne ABC. 1h30 de débat avec 2 coupures pub où ils seront interrogés par 2 journalistes à Philadelphie, dans l'État crucial de Pennsylvanie, dans le nord-est du pays. Enfin, face à face. La familiarité implacable avec laquelle Kamala Harris et Donald Trump s'écharpent chaque jour à distance éclipserait presque le fait que les 2 principaux candidats à l'élection présidentielle américaine de 2024 ne se sont, jusqu'ici, jamais trouvés en présence l'un de l'autre. Le débat télévisé qui doit les opposer ce soir à Philadelphie marquera la première véritable rencontre en personne de l'ancien chef de l'État et de l'actuelle vice-présidente. Diffusé en direct, ce débat animé devrait durer 90 minutes et comportera 2 pauses publicitaires. Les 2 candidats seront seuls, sans public, sans notes, avec 2 journalistes pour les interroger. Selon les règles acceptées par les 2 partis, il s'agira de questions-réponses. Donald Trump et Kamala Harris disposeront de 2 minutes pour répondre à une question, tandis que 2 minutes seront réservées à l'opposant pour répliquer. 1 minute supplémentaire sera possible pour tout propos complémentaire, clarification ou réponse. Les 2 candidats auront également 2 minutes pour exposer leurs conclusions à la fin du débat.
C'est Donald Trump qui a obtenu le droit de clore le débat après tirage au sort. En Californie, un énorme feu de forêt s'est déclenché à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Les pompiers paraissent désemparés. Ce week-end, 10 000 personnes ont été évacuées. Un dispositif important d'hélicoptères et d'avions retarde l'avancée des flammes. Au sol, quelques 500 pompiers luttent pour protéger les habitations de l'incendie. Plus de 8 000 hectares sont déjà partis en fumée. Le feu est hors de contrôle et l'état d'urgence a été déclaré. Dans le nord du Vietnam, le dernier bilan du passage du typhon Yagi est de 82 morts. L'on compte également une quarantaine de disparus. Les inondations et les éboulements de terrain provoqués par la violente tempête ont aussi blessé 752 personnes. Point d'orgue de sa tournée marathon en Asie du Sud-Est et en Océanie, le pape François s'est offert ce mardi un gigantesque bain de foule auprès de quelques 600 000 fidèles à Dili, capitale du Timor oriental, après avoir présidé une messe de plus de 2 heures sous une chaleur étouffante. Kate Middleton annonce la fin de sa chimiothérapie. La princesse de Galles a publié un communiqué sur les réseaux sociaux hier. Elle parle de soulagement et évoque 9 mois extrêmement durs pour elle et sa famille. C'est une vidéo tournée aux couleurs estivales le mois dernier dans le Norfolk, dans l'est de l'Angleterre, montrant la princesse Kate visiblement heureuse, entourée du prince William et de leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis. La princesse de Galles annonce avoir terminé son traitement de chimiothérapie. The last 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant. And we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown. The cancer journey is complex, scary, and unpredictable for everyone, especially those closest to you. Is this filming? Hello? Hello? Elle affirme aussi avec émotion que les 9 derniers mois ont été une période incroyablement difficile. Doing what I can to stay cancer-free is now my focus. Although I have finished chemotherapy, my path to healing and full recovery is long, and I must continue to take each day as it comes. Kate Middleton parle aussi du chemin long vers la guérison et le rétablissement complet et que son expérience lui a donné un sentiment renouvelé d'espoir et d'appréciation de la vie. Despite all that's gone before, I enter this new phase of recovery with a renewed sense of hope and appreciation of life. La princesse Kate affirme que William et elle sont très reconnaissants du soutien, de la gentillesse, de la compassion reçue qui sont une véritable leçon d'humilité. Elle dit être aux côtés de tous ceux qui souffrent du cancer car elle est persuadée que de l'obscurité peut jaillir la lumière. Pour rappel, la princesse de Galles avait annoncé en mars dernier qu'elle suivait un traitement contre le cancer et qu'elle suspendait par conséquent ses activités publiques. La nature exacte de son cancer n'avait pas été précisée. Bien plus qu'un visage, c'est une voix et pas n'importe laquelle, celle de James Earl Jones, lui qui a prêté ses timbres graves à Dark Vador et Mufasa dans Le Roi Lion est mort hier. Il avait 93 ans. James Earl Jones est l'un de ces artistes américains ancrés dans la mémoire collective du pays. Il a raflé tous les prix durant sa carrière prolifique de 60 ans, Emmy, Grammy Awards, Oscar et Tony Awards pour le théâtre. As the voice of Mufasa in Disney's The Lion King, to time and time again across the decades, taking. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners.
3 tireurs mauriciens participeront à la Coupe du monde de kickboxing en Ouzbékistan du 24 au 29 septembre. Ils sont Riley Jude, Warren Robertson et Fabrice Bollock. La Coupe du monde de kickboxing leur servira également de tremplin pour les championnats du monde prévus l'année prochaine. Le gymnase de Rochebrune résonne du bruit des coups précis et puissants. 3 tireurs concentrés se préparent pour la Coupe du monde en Ouzbékistan, une compétition de haut niveau prévue du 24 au 29 septembre. Ces tireurs vont au bout d'eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs. L'entraînement déroule bien, et l'entraînement très dur, mais là l'objectif reste toujours là et là on a une réponse pour Mon première compétition cette année-là, je vais préparer pour nous essayer d'amener une performance sur ces médailles d'or et la préparation passe assez fort. Fabrice Bollock sera à la quête de sa 11e médaille d'or dans cette compétition. L'objectif, c'est évidemment de ramener des médailles d'or, mais aussi en même temps de pouvoir se jauger, pour pouvoir faire des ajustements afin de s'améliorer. Parce que notre objectif pour nous, c'est les championnats du monde l'année prochaine. Sous l'œil attentif de leur entraîneur, les athlètes peaufinent les derniers détails de leur technique. La Coupe du monde en Ouzbékistan servira également de tremplin pour les prochaines échéances, dont les championnats d'Afrique et les championnats du monde. On a préparé pour le championnat du monde 2025 en Abu Dhabi, novembre 2025. Depuis longtemps, on a préparé, nous pouvons peut-être un 6-7 boxeurs l'année prochaine. Mais l'objectif 2024 reste quand même championnat d'Afrique. Nous pouvons une assez grosse délégation, parmi les ben jeunes. Nous pouvons besoin d'une ben jeune aussi opportunité de découvrir d'autres milieux. La délégation mauricienne s'envolera pour l'Ouzbékistan le 21 septembre, où nos 3 tireurs tenteront de briller sur la scène mondiale. La Ligue des Nations 2025 avec entre autres la victoire de l'Italie sur Israël 2-1 et celle de la France qui a connu son premier succès face à la Belgique, 2 rencontres du groupe 2. Battu lors de son entrée en lice en Ligue des Nations 2025 par l'Italie, l'équipe de France a su réagir lors de son 2e match face à la Belgique ce lundi. Didier Deschamps, tirant les leçons du premier match, a procédé à quelques ajustements dans son équipe. Ces changements se sont avérés payants avec Randal Kolo Muani ouvrant le score à la 29e minute. Ce but a donné confiance aux Bleus qui ont ensuite renforcé leur défense et doublé la mise en seconde période grâce à Ousmane Dembélé à la 57e minute. Score final 2-0, la France retrouve le sourire et se hisse à la 2e place de son groupe derrière l'Italie. Justement, les Italiens ont enchaîné une 2e victoire dans cette édition de la Ligue des Nations. Face à Israël, la Squadra Azzurra a rencontré des difficultés pour débloquer la situation, mais c'est finalement David Fratesi qui a ouvert le score à la 38e minute, suivi de Keane en seconde période. Israël a réduit l'écart en fin de match grâce à Abou Fani, mais cela n'a pas suffi. Les Italiens s'imposent 2-1 et consolident leur position de leader du groupe 2. On termine avec la météo. Notre région demeure sous l'influence d'un vent léger. Sur l'animation satellite, à Maurice, quelques nuages venant de l'est influenceront le temps durant la nuit. À Rodrigue, zone relativement dégagée durant la nuit. Demain matin, des nuages associés à une onde évoluant au nord-est de l'île commenceront à influencer le temps local. Et à Agalega, des nuages dans le flux de l'est-sud-est influenceront le temps local durant la nuit et demain matin. Sur la carte synoptique, les isobars sont plutôt espacés sur notre région, d'où le vent léger. Prévision pour Maurice, mi-couvert en général durant la nuit, devenant quelquefois nuageux sur la partie est de l'île, au sud et sur le plateau central, avec des ondées occasionnelles. Demain, la température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres.
Prévision pour Rodrigue, essentiellement beau durant la nuit, sauf quelques ondées isolées sur les hauteurs. Mi-couvert demain matin et en début d'après-midi, devenant parfois nuageux avec des ondées passagères. Le temps deviendra ensoleillé par la suite. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, mi-couvert durant la nuit et demain matin, devenant parfois nuageux avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le temps sera beau dans l'après-midi. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est à environ 25 km/h avec quelques pointes sous les averses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À midi, ce mardi, la qualité de l'air était bonne. À Grand-B, Port-Louis, la Tourquénigue, Rosille et Plaine de Champagne, mais assez bonne à Beaubassin, Vacoa et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À bientôt.